Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, je vous lis un passage de La Brûlerie d'Émile Olivier. Il y a quelques jours, je questionnais mon ami le flamboyant Harold Pinder sur un éventuel choix de lecture d'auteurs haïtiens. Il me conseillait de me tourner vers les anciens, puis, se ravisant, il me conseilla Émile Olivier. Donc aujourd'hui, je vous lis un passage d'Émile Olivier, lecture que j'offre évidemment à Harold Pinder et à ce jeune chercheur japonais qui a fait son doctorat sur Émile Olivier, Isao Hiromatsu. Le passage que je vais vous lire est tiré de La Brûlerie. La Brûlerie est un café célèbre sur le chemin de la Côte-des-Neiges, à quelques pas de ma librairie. Ce café a été et est encore sans doute un haut lieu de l'intelligentsia littéraire et politique haïtienne. On y a même vu le président déchu, Aristide. Il est des lieux qui concentrent en eux la mémoire, le travail, l'anecdote, le constat des ruines et le souci de rebâtir. Ils sont ambigus et ont l'étrangeté des demeures de revenants. Il en est d'autres lieux, d'autres quartiers, avec leurs édifices désaffectés, à l'abandon, livrés au courant d'air, aux chats errants, des lieux accumulateurs de colère. Ce sont des îlots de haine, où les mondes entrent en collision comme des particules atomiques. Aucune dissimulation n'empêche de les nommer, car en certaines régions, ils abondent, n'en finissent jamais d'être là. Mais il est aussi des lieux qui agrègent dans leur stabilité, des lieux qui se situent sans enclore. La côte des neiges semble être de ces derniers, tant il y a une constance de ton derrière la multiplicité des présences, tant le phrasé d'une respiration continue sous la diversité des timbres de voix. À la brûlerie, nous avions notre coin près de la baie vitrée qui donne sur la mer des passants occupés à passer. Quand on franchissait la porte d'entrée, que l'on contemplait cette pièce avec son enfilade de tables et que l'on entendait s'entrechoquer langue et accent, on était happé par le souffle du lieu, par cet énorme melting pot qui communiquait un sentiment de renaissance. À la brûlerie, on pouvait observer du temps à l'état pur, à l'état naturel, comme on le dit, de l'or, du temps subi ou assumé en attendant la mort. À la brûlerie, il y avait ceux qui s'observaient sans s'épier, ceux qui échangeaient des regards, peu de mots, ceux qui partageaient, au-delà de leur naissance, des pareillés, gens bien nés, gens mal nés, gens dont la valeur sait attendre le nombre d'années, la modeste et précieuse dignité d'être né et le devoir de porter cette naissance jusqu'à l'ultime instant, celui où le temps, que l'on s'est résigné à ne pas retenir, s'arrête dans le silence du cœur. Je regardais distraitement l'homme que le garçon installait à la table voisine de la nôtre. Il dit: Une bière. Est-ce que je peux avoir une bière? Le buste massif s'était assis, passant du mouvement à l'immobilité sans transition, comme ces bêtes, ces sauriens, capables de se figer durant des heures, épousant l'aspect d'un tronc d'arbre ou d'une branche morte. La voix neutre, grise, le regard invisible sous les paupières baissées. Je regardais ses mains et je pensais, aller savoir pourquoi, que ses mains avaient l'habitude de tâter des parties intimes d'un corps. Ça va, ai-je entendu Dave Folentrain répondre en faisant un léger sourire à un habitué du café qui lui demandait de ses nouvelles. Il savait bien qu'après tant d'années, ce mensonge ne leurrait plus personne. Tout le monde savait que ça n'allait pas, que Dave ne faisait que tuer le temps, tuer la trame d'un quotidien sans horizon, d'une vie lente dans Côte-des-Neiges, assiégée. Sinon, la folie le menacerait, comme un voisin de table qui, depuis un moment, s'adressait à un compagnon imaginaire. Celui-là est définitivement parti, plaisanta Dionysos d'Acapulco, qui ajouta, réflexion faite, bientôt nous serons tous comme lui. Dans la salle à fumer, enfumée, les gens chuchotaient leurs petits secrets. Dave s'était levé dès l'aube afin de se dissimuler une inévitable absence de projet.
Il était allé à l'oratoire une fois de plus. Jacques lui avait préféré rester au lit, sa télé branchée sur CNN. Il avait écouté les nouvelles pour oublier le temps. Il avait fini par se rendormir. Ses deux compères remplissaient leur vie d'artifices qui ne parvenaient plus à tromper la monotonie quotidienne. Dave Follentrain n'en finissait pas d'examiner tous les obstacles qui l'empêchaient d'aborder l'écriture de son nouveau roman. Il n'en finissait pas de passer en revue tous les points intermédiaires qui jalonnaient le chemin menant vers le but à atteindre. Depuis quelque temps, il avait commencé à chérir le vertige de l'immobilisme, à s'abandonner à la volupté du doute, à l'extase d'élégiaque atermoiement. Il s'attardait à faire l'inventaire des symptômes auxquels il était en proie, la peur de soi, la peur du non-être. Il se sentait comme le concierge d'une ruine, incurablement solitaire. Il se sentait de plus en plus dans la vie en pays ennemi, une inutilité sociale jetant sur le siècle un drôle de regard, le regard lumineux et lucide de son désespoir blafard, comme un voyageur désintéressé, étranger au désir et à la vie. L'exil est une perte de consistance. Au point de départ, on fait l'expérience de la vacuité, de la légèreté, de l'absence de pesanteur. On croit déboucher sur la liberté, mais cette liberté est accompagnée d'indifférence et progressivement de détachement. Il faut prendre acte de cette disjonction, il faut prendre acte du malheur qu'est l'exil, de cette tristesse, du vide qui nous prive de notre être, de cette impuissance à agir, n'arrêtait-il de répéter. Cette forme de détachement que Dave a été, degré par degré, amené à pratiquer, il la nommait déliaison et prétendait n'être plus qu'un esprit enfermé comme une conque marine dans sa spirale spéciale. À Dionysos d'Acapulco, qui lui demandait si un beau jour il expliquerait ce qui signifiait exactement ce terme, il répliqua: la déliaison, c'est ce qu'on devient. C'est ce que devient l'être dépossédé de toute attache. On croit d'abord avoir accès à soi, à un infini de possibles. Petit à petit, cette certitude se transforme en une pratique de la distanciation, comme si on regardait avec les yeux d'un ancien aveugle fraîchement opéré, comme si on regardait d'un regard d'outre-tombe le monde des vivants, comme si on regardait en rêve. Tout compte fait, la déliaison s'est flottée au hasard. Comment sortir de cette vacuité dissolvante? Comment retrouver le courage de l'action, lutter contre la funeste dispersion? Le docteur sortit alors une de ses formules sibyllines. C'est le désir qui nous cheville, la volonté qui nous attache et la santé qui nous enlace aux choses du monde. Il faut laisser revenir un peu l'inconscience, la spontanéité, l'instinct qui rattache à la terre. Dave, déconcerté par cette réflexion inappropriée, resta silencieux quelques instants. Quelle connerie laissa-t-il tomber avant d'enchaîner? Au 9e chant de l'Odyssée, Ulysse jeta l'ancre avec ses compagnons au large d'une côte inconnue, et il envoya à terre quelques hommes d'équipage avec pour mission d'explorer l'île. Comme il ne revenait pas, il s'inquiéta. Avait-il été fait prisonnier par des habitants hostiles ou avait-il été tué? Il n'en était rien, en fait. Les insulaires les avaient au contraire reçus chaleureusement et invités à leur table. Ils leur avaient présenté un fruit dont la saveur rappelait celle du miel. Ce fruit, outre sa succulence, possédait la vertu de procurer l'oubli. Avons-nous, nous aussi, partis en éclaireurs, mangé tellement du fruit des terres de l'autre bord de l'eau, fruits parfois à saveur de miel, avons-nous tellement apprécié les richesses, la douceur du séjour, que nous avons oublié le but de notre voyage? Qu'avons-nous fait du rêve du retour? L'amertume, la hargne, une violence contenue lui déformaient la voix, mais aussi un accent de résignation. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Donc, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100.
Vous pouvez également devenir un camarade Facebook. Je salue ainsi Mélissa Grégoire, qui est devenue hier une camarade Facebook et qui m'a envoyé un très gentil message sur la lecture que j'ai faite de son très beau livre, L'amour des maîtres. Je, je vous conseille de le lire. Franchement, c'est très réussi. Même j'ai pensé que je n'avais pas assez dit tout le bien que j'en pensais de ce livre. Alors, je le redis à nouveau. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également venir prendre un café à la brûlerie et après venir me saluer dans le quartier Côte-des-Neiges, la librairie Le Livre Voyageur. Je vous remercie d'être là et bonne journée.